Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 21 mars 2022. Nommé secrétaire de séance c'est Cyril. Alors Cyril Moradi sera secrétaire de séance. Merci, monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétigny Aldo. Présent. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Présente. Gondy Elisabeth. Présente. Delbove Nicole. Présente. Benguenou Amar. Bille Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Présente. Thorez Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. Présent. De Gog Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril, présent. Walran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita. Jamjam Hamid. Et enfin, Dolic Virginie. Merci. Alors communication, il y a pas mal de communication. Tout d'abord, signaler qu'il y a des petites modifications sur les délibérations 3 et 4. C'est une modification d'articles, ça ne change pas le fond de la délibération. C'est les articles de loi qui sont remplacés par les articles du Code général de la fonction publique. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, sujet qui est évoqué dans toutes les collectivités territoriales à ce moment, c'est le sujet donc de la guerre en Ukraine et de l'invasion de l'armée russe sur ce territoire avec un peuple en grande souffrance. Donc au niveau du CCAS, je rappelle qu'il y a donc eu un recueil de dons en nature. Donc les dons ont été arrêtés à la demande, pour que vous soyez au courant donc, de la protection civile, parce qu'ils ont énormément de dons, et maintenant se pose le problème de la logistique. Donc dès que la protection civile nous redonne le feu vert, il y aura de nouveau donc, un appel aux dons en fonction de l'évolution de la crise là-bas, mais qui risque malheureusement de perdurer. Il y a également donc, une subvention qui va être accordée par le CCAS à hauteur de 2 000 €. Nous avons tous été sollicités donc, par les services de l'État pour voir les possibilités de mise à disposition de logements communaux, puisque les bailleurs traitent leur patrimoine et font leurs propositions. Nous avons donc un logement communal qui était en location rue Gallieni qui vient de se libérer, donc un logement qui sera proposé, et on a un deuxième logement qui est rue des Martyrs, où on avait le service cohésion sociale qui vient de partir, où on peut éventuellement donc accueillir également des personnes qui souhaiteraient être accueillis dans notre secteur géographique. Alors bien évidemment, ces logements ne sont pas meublés, donc il y aura un appel aux dons pour essayer de meubler au moins à minima ces deux logements. Pour information aussi, puisque l'information, je l'ai eue aujourd'hui, comme pour ceux qui étaient présents au conseil communautaire, l'hôpital de Valenciennes, qui venait de fermer il y a à peu près 2 mois l'EHPAD Doux Séjour,
rue de Roubaix, propose de réouvrir, donc d'enlever tout ce qui sécurisait le bâtiment et de voir comment il pourrait accueillir des personnes ukrainiennes sur ce site, en rappelant que c'est un site qui avait été fermé parce que justement il était quand même, il devenait très obsolète. Et les chambres, ce sont des chambres qui sont relativement petites. On ne peut pas mettre une famille de 3 personnes dans un logement. Enfin, donc il y a 47. La structure, c'était 47 chambres. Donc après, là, je pense que l'hôpital va faire un travail pour voir un peu comment ça peut se positionner. Savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de douche dans les chambres. Hein. C'est encore des douches, une douche commune. Enfin, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Donc là, de toute façon, c'est un bâtiment qui appartient à l'hôpital de Valenciennes. Ils vont faire un point dans les jours qui viennent et voir exactement comment ça peut se mettre en place. Mais on sera bien évidemment sollicité au niveau de la ville d'Anzin dans le cadre de scolarisation si c'est nécessaire avec l'éducation nationale et éventuellement les accompagner au niveau social. Donc ça, c'est l'information vraiment du jour puisque je l'ai appris durant le bureau communautaire, donc peu de temps avant les élus communautaires. Mais je n'ai pas plus d'informations à vous donner et les services de l'État ont été mis au courant. Donc les actions qui ont été mises en place, proposition d'hébergement bien évidemment hein, pour ceux qui pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens. On a donc le CCS qui sert de site de référence et nous on envoie tout ça donc au service de l'État puisqu'il y a une enquête qui est faite par rapport aux personnes qui vont accueillir. Et il y a une enquête qui est faite par rapport aux personnes qui arrivent avant de les positionner chez des habitants. Donc il y a tout un processus qui peut prendre un peu de temps. Alors nous, on n'a pas été sollicité pour l'instant hein, par des associations ou des structures pour accueillir des réfugiés ukrainiens, mais il y a d'autres communes aux alentours qui ont déjà été sollicitées. Vous avez aussi donc les dons financiers possibles. Dans le flyer, tout avait été donné, je ne vais pas tout répéter. Mais donc pour que vous soyez un peu au courant de ce qui est en train de se mettre en place dans cette crise ukrainienne. Il n'y a pas de questions particulières. Ensuite, vous avez la présentation de l'état annuel 2021 des indemnités des élus municipaux. Donc c'est une obligation légale depuis peu de fournir une fois par an donc l'état annuel des indemnités dans le cadre de la transparence politique, on va dire. Donc le document vous est fourni via les écrans qui sont devant vous, mais celui qui veut récupérer les éléments par écrit, vous avez quelques documents imprimés qui sont au niveau donc, du directeur général des services ou des services éventuellement. Vous avez donc les indemnités qui sont liées au titre du mandat municipal, mais également indemnités perçues au titre du représentant de la commune dans un syndicat mixte, dans un établissement public local ou éventuellement d'une SEM ou d'un SPL. Donc vous avez donc les différents élus qui sont concernés par l'état annuel des indemnités. Dans le cadre de la transparence politique, dans toutes les collectivités, ceci est mis en place. Ensuite, il doit y avoir un débat, en tout cas ouvrir la discussion sur la protection sociale complémentaire. C'est un sujet qu'on évoque depuis quelques temps et avec aujourd'hui un décret qui n'est pas sorti mais qui avance et on aura donc des obligations à partir de janvier 2025, janvier 2026 pour la complémentaire santé, janvier 2026 et la complémentaire prévoyance, janvier 2025. Donc il y a déjà des choses qui sont mises en place sur la ville d'Anzin depuis de nombreuses années, hein, notamment pour la complémentaire prévention. On est même au-dessus des objectifs qui vont être fixés dans le décret. Et au niveau complémentaire santé, ben là, il faut qu'on travaille à travers de partenariat. Donc là, comme il y a des éléments un peu techniques, c'est donc Madame Calwart, hein, des ressources humaines, qui va vous faire une petite présentation sur ce sujet. Et puis après, s'il y a des questions, nous vous y répondrons. Madame Calwart, allez-y. La protection sociale complémentaire, qu'est-ce que c'est? Le législateur prévoit la possibilité pour les employeurs de participer financièrement au contrat d'engagement dans deux domaines, donc la santé et la prévoyance. Donc la santé, c'est pour couvrir tous les frais occasionnés pour la maternité, la maladie ou un accident qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Et la prévoyance, c'est
dispositif en santé ou en prévoyance, et donc la participation est versée soit aux agents, soit directement à la mutuelle ou à la prévoyance. Donc aujourd'hui, on a déjà nous une convention de participation avec la prévoyance. Pour la labellisation, l'agent est libre d'aller choisir n'importe quelle prévoyance ou n'importe quelle mutuelle à partir du moment où le contrat est labellisé, et la collectivité sera dans l'obligation de participer également à cette mutuelle ou cette prévoyance. Donc, les enjeux de la protection sociale complémentaire, c'est participer à l'attractivité de la collectivité, favoriser les recrutements, une amélioration de la performance des agents, donc réduction de l'absentéisme permettant de limiter les coûts directs, notamment pour les contrats de remplacement, l'assurance au statutaire, et les coûts donc indirects, perte de qualité du service et surcharge de travail pour les agents restant en poste. Donc c'est un nouveau sujet de dialogue social. Donc il ne faut pas se limiter à une réflexion sur les coûts, mais il faut aussi contribuer à la motivation des agents. Les enjeux pour les agents, donc un nouveau composant de l'action sociale favorisant la reconnaissance des agents, une aide non négligeable dans la vie privée des agents, et donc ça renforce le sentiment d'appartenance à la collectivité et ça renforce également l'engagement dans le travail. Donc aujourd'hui, comme je vous disais précédemment, on a déjà une convention de participation avec une prévoyance. On a 171 adhérents pour 258 titulaires. C'est une prévoyance qui est facultative et qui est réservée essentiellement aux titulaires. Donc la participation de l'employeur est aujourd'hui de 12 € et la convention court jusqu'au 31 décembre 2024. Donc quelques petits chiffres pour rappeler où en est la Fidanza en termes d'absentéisme. Donc on a 258 titulaires et 87 contractuels PIL et CCAS, avec une grande majorité de catégorie C, presque 80%. Surtout des 45% représentent la filière technique, donc c'est quand même des agents avec une pénibilité au travail. Donc le taux d'absentéisme pour la Fidanza est de 8,3%, mais légèrement en dessous du niveau national. Et donc sur les 5 dernières années, on a quand même 13 congés longue maladie, 17 congés longue durée et 2 maladies graves. Le nombre de retraites pour invalidité donc, sur les 5 dernières années est de 3. Donc, dont il va falloir réfléchir également. Donc, la modulation de la participation dans le but d'intérêt social en fonction du revenu de l'agent et le cas échéant de sa situation familiale. Donc, pas de participation prévue pour les agents retraités. Donc, comme je vous le disais également précédemment, on pourra verser la participation directement à l'agent ou à l'organisme d'assurance. Possibilité dans le cadre d'un accord collectif de rendre l'adhésion des agents obligatoire au contrat collectif, sauf cas particulier. Donc par exemple pour les conjoints qui ont déjà une mutuelle employeur qui est plus intéressante, il y aura quelques dérogations qu'il faudra étudier. Possibilité d'adhésion pour les employeurs publics à une convention de participation conclue avec les centres de gestion. Donc cette proposition peut être aussi avantageuse puisque il y aura l'effet de masse, donc un plus grand nombre d'agents touchés, donc on pourrait peut-être bénéficier de meilleurs taux mais aussi de meilleures couvertures au niveau garantie. Donc la trajectoire à atteindre en 2025 pour la prévoyance et en 2026 pour la santé. Donc la participation à la prévoyance sera obligatoire au 1er janvier 2025. Avec un socle de garantie minimum obligatoire, une participation de l'employeur de 20% d'un montant de référence. Aujourd'hui, les décrets qui fixent les montants de référence aussi bien pour la prévoyance que pour la mutuelle ne sont pas parus. Donc la participation employeur sera obligatoire. Donc, pour la mutuelle, la participation employeur sera obligatoire au 1er janvier 2026. Elle sera de 50% d'un montant de référence
liquider, par exemple, dans la fonction publique d'État, ce montant de cette participation obligatoire est de 15 € par agent. Donc, pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026, il va falloir travailler en groupe de travail avec le CODIR, le comité de pilotage et le CTCHSCT. Il faudra éclaircir les points suivants, donc notamment définir l'obligation ou non d'adhésion et pour quelle garantie. Est-ce qu'on prévoit une garantie minimum et on propose également des options. Définir si on part sur une labellisation ou une convention de participation, sachant qu'on peut d'abord partir sur une labellisation et ensuite décider de conclure une convention de participation. On a également la possibilité d'anticiper la mise en œuvre des textes, donc on n'est pas dans l'obligation d'attendre le 1er janvier 2026 par exemple pour la santé, on peut très bien anticiper et mettre en place progressivement cette participation. Voir si pour la prévoyance on peut maintenir l'existence, si c'est conforme au texte. Donc, par exemple, les 12 € de participation, si ça rentre dans les 20% de l'obligation. La modulation des participations selon la situation familiale et sociale des agents. Est-ce qu'on verse la même participation à un agent qui est célibataire ou un agent en couple sans enfant ou avec un enfant, par exemple, pour la mutuelle? Donc il faudra bien sûr informer les agents et les accompagner dans la démarche d'adhésion et en fonction de la parution des décrets, définir un calendrier de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en attente du montant de référence sur lequel se basera la participation. Quel panier de soins minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance. Donc, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, en prévoyance, on garantit 95% du traitement net de l'agent. Donc la portabilité des contrats en cas de mobilité, le public éligible, est-ce qu'il concernera uniquement, donc ça concernera uniquement les titulaires ou également les contractuels permanents ou non permanents, voir quel public on souhaite garantir. Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. La situation des agents multi-employeurs, notamment pour le conservatoire, donc les professeurs du musique qui ont en général plusieurs employeurs. La fiscalité applicable pour les agents et l'employeur. Par exemple, aujourd'hui, la participation à la prévoyance, donc les 12 € ont une charge de CSG et RDS qui sont déduites de cette cotisation. Donc les dispositions seront présentées au Conseil supérieur de la fonction publique et la finalisation réglementaire interviendra prochainement. Il appartient toutefois à l'organe délibérant de prendre position sur les différents points évoqués dans le cadre du dialogue social. Il y aura bien sûr un échange avec les syndicats, CT, CHSCT. Merci. Bon, je vais préciser 2-3 petits points. Donc sur la prévoyance, nous sommes donc à 12 €. Aujourd'hui, les projections laissent sous-entendre que ce serait une obligation de participation à 7 €. Donc on est largement au-dessus du minima qui sera fixé. Et les 50%, effectivement, on se projette comme c'est dans la fonction publique actuellement, donc sur la base de 15 €. J'ai demandé au service donc, de travailler sur le fait qu'on anticiperait la mise en place pour la prévention santé, si on part sur une base probable de 15 €, de se dire qu'à partir de 2024, on part sur une base de 5 €. Après, il faut voir en fonction des discussions avec tout le monde si on participe de façon identique, quelqu'un qui est seul avec des enfants. Mais sur le principe, c'est pour que vous soyez au courant que je propose qu'on y aille progressivement, qu'on n'attende pas la dernière date possible pour mettre en place cette aide financière aux agents. Donc je propose de faire un tiers en 2024, les 2 tiers pour 2025 et la totalité pour 2026. Donc ça, c'est l'ordre de marche que j'ai donné donc, au service pour travailler sur ces éléments-là. Après, il y a des endroits où ils peuvent se dire, bon, en prévoyance, on est à 12 €, bon, on va la baisser à 8, et puis on mettra les 4 € déjà sur la complémentaire santé. Bon, aujourd'hui, il n'est pas question de toucher à l'aide que l'on donne en complémentaire prévoyance, donc c'est-à-dire les 12 € sont figés pour les 12 € et la collectivité mettra donc
Une somme qui sera donc quand même relativement conséquente. On attend les décrets pour savoir le nombre de personnes qui sont concernées. Mais bon, vu le nombre d'employés que l'on a, on se présume bien évidemment qu'il va falloir qu'on se fixe des objectifs dans le cadre du 0,12, des frais de personnel qui sont déjà relativement élevés. On nous annonce une augmentation d'indice à un courant de cette année pour cet été. On n'a pas la hauteur de l'augmentation, mais même si c'est 2%, quand c'est 2% sur 10 millions d'euros, ça fait tout de suite des montants qui va en complément d'autres augmentations prévues. Donc, ça, c'est pour avoir les bases légales, comment les services vont essayer de fonctionner, puisque c'est un travail partenarial qui va être fait donc, avec le syndicat et qui représente nos employés. Et on reviendra vers vous une fois qu'on aura plus avancé sur ce qu'on se décide de mettre en place en fonction de ces différentes avancées, bon, qui va prendre quelques mois pour aboutir à une chose définitive. Donc c'est pour ça que je pense que débuter au 1er janvier 2024, on prendra déjà un tiers de l'obligation que l'on est. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de collectivités qui fonctionnera comme ça. Donc, et puis au moins c'est clairement établi dès maintenant, parce que déjà à l'époque, quand ils ont évoqué le fait que c'était 1er janvier 2026, certains ont évoqué que ça allait être un enjeu politique au moment des élections municipales 2026. Comme ça, ce sujet-là est déjà refermé, on a déjà tout traité 4 ans avant. Y a-t-il des interventions ou pas là-dessus? Rien de spécial? Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir. Mission locale. Je suis content que la presse soit là, comme ça ils pourront relater mon mécontentement. Et en disant mécontentement, je suis encore sympa. Je suis revenu de vacances depuis il n'y a pas très longtemps, donc du fait, je serai un peu plus cool sur le courrier recommandé que j'ai reçu, même s'il y avait eu un rendez-vous pour m'annoncer un petit peu cette nouvelle. Donc la mission locale, dans le cadre d'une restructuration, a décidé de diminuer leur nombre d'antennes. Donc il n'y aura plus que 4 antennes. Il va y avoir Valenciennes, le Pays de Condé, qui va de Saint-Saulve jusqu'à Pays de Condé, Quiévrochin, Saint-Amand et Denain. Et pour le Valenciennois, ils ont décidé donc de prendre une nouvelle structure qui venait d'être libérée par l'IRTS rue Ernest Macaré, donc tout au bout de la rue Ernest Macaré, bâtiment qui avait été quitté par l'IRTS parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas tellement accessible, que c'était pas un lieu qui était extraordinaire donc pour accueillir les travailleurs sociaux qui étaient en formation. Et donc j'ai eu le recommandé fin février annonçant donc la résiliation de la convention d'occupation de l'antenne d'Anzin au 31 mai 2022. Donc bien évidemment, j'étais d'autant plus surpris que certes les locaux ne sont pas extraordinaires, mais qu'il y avait un engagement verbal qui avait été pris sur le fait que comme la trésorerie principale quitte la ville d'Anzin dans quelques mois, la mission locale devait se positionner sur ce nouveau bâtiment avec un accord de principe qui avait été acté. Et puis on vient m'annoncer que tout compte fait, donc, le conseil d'administration a décidé de revoir donc, la mouture du fonctionnement de la mission locale du Valenciennois. Alors, je vous lis le courrier, donc là, la réorganisation de la structure. L'objectif de la démarche est de répondre aux nouveaux enjeux fixés par nos financeurs et notamment la mise en œuvre du contrat engagement jeune et ainsi répondre plus efficacement aux attentes et aux besoins des jeunes du territoire. Donc, contrat engagement jeune, effectivement, il y a des formations à faire, donc il y a des groupes à accueillir, mais quand on s'appelle mission locale et que de X structures, on passe à 4 structures et qu'on nous dit, parce que le Valenciennois ou la structure valencienne, il n'y a pas que Valenciennes. Nous, on avait aussi une structure, ça aurait pu être la ville d'Anzin qui les accueille. Donc le bâtiment qui leur était proposé était trop petit. Pôle emploi vient de déménager. Il y avait donc une possibilité de les accueillir sur un endroit public, mais comme ils font de l'autre côté. Alors certes, il y avait une petite différence de tarif, puisque de 10,50 € au mètre carré, c'était 11 € du mètre carré. Mais de toute façon, des accords avaient déjà été pris auparavant. Donc j'ai bien sûr fait comprendre mon mécontentement et j'ai prévenu qu'il y aurait de toute façon une conférence de presse à minima sur ce sujet. Pour moi, c'est une grave erreur politique. Je ne comprends pas comment on peut justifier ci, sûrement pour faire des économies à un moment donné. Alors nos jeunes, on nous répond que de toute façon, ils seront aussi bien accompagnés qu'auparavant, puisque nous, ils quittent un bâtiment où, logiquement, ils payent un loyer, et maintenant, on va les accueillir sur la ville, tous les jours, dans des lieux différents, mais gracieusement.
On nous annonce que dans les quartiers en QPV, donc même si la mission locale elle n'était pas en QPV, on n'était pas loin, hein, donc dans une ville qui est quand même en QPV aux 2/3, on nous enlève encore une mission importante pour nos jeunes. Et puis donc maintenant, il faut trouver des locaux qui vont pouvoir accueillir la mission locale qui viendra chaque jour de la semaine sur des structures différentes, donc éventuellement sur une permanence en mairie, sur une permanence à la Verrie, sur une permanence à Carpeaux, sur une permanence à la Bleusborn. Donc à la Bleusborn, il y a la maison Claudie de Noyette, mais qui est transformée, il y a déjà la poste locale, et puis dans le cadre du dossier NPNRU, on a des obligations de mener des actions dans le cadre de ce dossier. Et donc, à défaut de bâtiment communal, la mission locale va donc prendre contact, a déjà pris contact avec le Pôle emploi, qui effectivement, dans sa restructuration, a des salles pour accueillir la mission locale avec nos jeunes Anzinois. Alors je suis vraiment d'autant plus remonté que la mission locale a été attaquée régulièrement, notamment lors des instances communautaires, et que j'étais un des élus qui intervenait régulièrement pour les défendre. Et vu de la façon dont les Anzinois et les Anzinoises ont été traités, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ces objectifs, et je rappelle, je leur ai dit que bon, on ferait un point à un moment donné, mais je pense que c'est une erreur politique, parce que la mission locale, ou les missions locales, on sait tous que lors de leur avenir, on ne sait pas trop comment ça va se finir, est-ce qu'ils vont rester les missions locales, est-ce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas être repris dans le Pôle emploi qui s'élargirait. Aujourd'hui, partir sur le fait de nous dire on nous fait que 4 structures, on ira chez vous, mais quand on ne peut pas aller chez vous, on ira au Pôle emploi. Si on veut scier la branche sur laquelle on est assis, on ne peut pas mieux faire. En tout cas, moi, je voulais donc donner cette information donc, à ce conseil municipal pour que vous soyez au courant donc, de la démarche en cours. Alors certes, nos jeunes seront pris en charge localement, en entretien. Donc quand il y aura une formation, il faut qu'ils aillent rue Macaré. S'ils n'ont pas de transport à titre personnel, c'est ravitaillé par les corbeaux. Hein. Vous prenez le tram. Une fois que vous avez pris le tram, il faut trouver le bus, il faut ramener le bus. Donc ils vont mettre 1h30 pour y aller. Bon, j'exagère un peu, mais je schématise. Et s'ils y vont à titre perso, donc s'ils sont en vélo, ça ira, mais c'est vrai que le schéma vélo est quand même un peu pas extraordinaire quand même. En 2 roues, peut-être. À pied, c'est aussi faisable. Mais celui qui va prendre sa voiture et que la formation aura lieu à 14h ou à 15h30, 16h quand elle finira, ils vont y aller une fois. Ils vont mettre 3/4 d'heure pour revenir. Et puis la fois d'après, je leur ai dit, vous allez avoir des pertes en ligne, c'est obligatoire. Soit disant que non, qu'ailleurs ça se passe bien, sauf que, oui, celui qui vient de vers Chameaugret et qui, alors je ne sais plus s'ils sont dans le périmètre, mais qui va venir effectivement, qui vient d'Anzin ou Valenciennes, sauf qu'il faut rappeler que la mission locale d'Anzin était une des plus grosses missions locales du secteur. Et donc j'ai vraiment du mal à comprendre cette stratégie, et donc je voulais que vous soyez tous au courant et qu'à la limite, même si ça ne passe pas dans le cadre d'une motion, mais qu'il y ait vraiment une solidarité de tous les élus pour acter le fait qu'on est tout à fait vent debout sur cette décision qui a été prise par le conseil d'administration de la mission locale du Valenciennois. Voilà pour résumer un petit peu le sujet. Monsieur Jamjam. Merci. Donc l'opposition vous rejoint tout à fait dans votre mécontentement. Et c'est vrai de rappeler que la mission locale, c'est 16-25 ans. Donc effectivement, au niveau mobilité, arriver à la rue Macaré, c'est affreux. Impossible. Donc là, on vous rejoint tout à fait là-dessus. Hein. Et c'est pas l'entrée de la rue Macaré, hein. C'est là-bas, hein. C'est là-bas tout au bout, quoi. Donc voilà, donc certes, il n'y avait pas, donc dans le conseil municipal, c'était pacté qu'on mettait une motion sur le fait que tout le monde était d'accord sur le fait qu'on soit contre cette délocalisation. Bon, si quelqu'un s'oppose au fait qu'on puisse signaler ça comme une motion de la part de tout le monde, qui lève le bras, sinon j'acte le fait que tout le monde est OK sur le positionnement. Sur cette délocalisation, et bien évidemment, je vais être le premier à suivre comment ça va évoluer, la présence des jeunes Anzinois, combien ils vont, combien ils loupent leur rendez-vous, en espérant que j'aurai les chiffres réels, bien évidemment. 6e, communication, oui, c'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va passer donc les
les délibérations sur les subventions. Et il y a des subventions qui n'apparaissent plus au niveau du budget ville, puisque ce sont des subventions à caractère social. Et bon, pour ceux qui ne font pas partie du CCAS, ils vont se demander où sont passées ces subventions. Donc elles n'ont pas disparu, bien évidemment. Donc le CCAS, pour l'association de l'épicerie solidaire anzinoise, 4 000 €. L'association SOSBB, 300. Le Club des Anciens, 2 000 €. La Croix-Rouge française, 250. Reste du Cœur, Secours catholique et le Secours populaire, 650 €. Donc ça, c'est les subventions pour ce qui concerne le CCS, qui n'apparaissent plus au niveau du budget ville, puisque c'était vraiment de l'action sociale, et que si on veut essayer d'avoir un budget sincère sur ce qu'on fait au niveau de l'action sociale, il fallait les remettre acquis de droit. Information, là ça va aller vite, c'est pour les subventions que l'on a obtenues officiellement, donc de la décile 2022, 300 010 € pour la construction de l'école du centre. On ne va pas se voiler la face que nous sommes tous un peu déçus sur le montant obtenu. Sur la DPV 2022, il y a une délibération là-dessus. Habituellement, les retours de l'État sont plus tardifs. Donc là, on a déjà les retours par rapport aux dossiers envoyés. Donc 3 dossiers ont été proposés, n'ont été retenus. Ça, c'est parce que ça a été fléché comme ça au niveau des services de l'État, les travaux dans les écoles. Donc a été retenue la réhabilitation du groupe scolaire de Gaulle et l'aménagement d'un réfectoire avec 181 339 € de subvention. Et la création d'une micro-cantine à l'école Gallieni, 217 072 €. Le troisième dossier, qui est la Maison des Solidarités, n'a pas été retenu dans le dossier DPV. Même chose, j'ai fait remarquer la préfète à l'égalité des chances, puisque le Premier ministre est venu la semaine dernière, qui me demandait si j'étais satisfaite des subventions DPV. Je lui ai dit que j'étais désolé de la décevoir, mais que c'est la première fois que je suis élu qu'on a une dotation aussi faible. On n'a jamais eu aussi peu. Le minimum, c'était dans les 500 000 €. Donc, les dotations ont été globalement un peu moins importantes. Et puis, il y a eu des fléchages, notamment dans le cadre du pacte Sambre-Avesnois, qui fait que les autres territoires n'ont pas été priorisés. Et donc, on s'en ressent sur les différentes subventions que nous avons obtenues. Ensuite, en subvention, DETR 2022. La DETR, c'est vrai que tous les ans, on ne sait pas trop si on va en avoir. Si on n'en aura pas, là, c'est le sous-préfet qui flèche les subventions possibles et c'est revalidé. Là, nous avons donc la bonne nouvelle. C'était une des seules bonnes nouvelles que j'ai eues dernièrement, puisqu'on a obtenu de la DETR pour le groupe scolaire de Gaulle et aménagement d'un réfectoire à hauteur de 87 072,33 €. Et donc, de toute façon, donc, sur cette réhabilitation, entre donc, la DPV et la DETR, nous sommes à 80% de subvention, donc on ne peut pas avoir plus, on est au maximum. Ensuite, en information, nous avions mis en place fin 2020 en conseil municipal le dispositif d'aide aux loyers commerciaux et validé les critères en date du 29 mars 2021. Donc, il y a donc un commerçant, donc une commission d'attribution qui s'est réunie le 3 février, et il y a donc un commerce 130 avenue Anatole France, Sonance Audition, qui aura donc une aide de 300 € par mois pendant 12 mois, comme ancienneté engagée, pour essayer d'avoir une attractivité pour une installation de commerce sur notre commune, avec des critères qui avaient été donc établis au mois de mars de l'année dernière. Une dernière communication, c'est vrai que là, beaucoup de communication. C'est pour l'annonce qu'il y aura donc une mise à disposition par le département avec une participation financière de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole d'un bus itinérant France Service, puisque les bus France Service existent déjà au niveau du département depuis 2 ans environ. Et donc ce bus France Service est pointé pour le Valenciennois, donc il ira dans les communes rurales, bien évidemment, et il y aura donc un accueil un jour où il y a un peu de monde, donc ça veut donc dire que ce sera le premier mardi du mois, et je pense que c'était mardi matin, mais il fallait revoir parce que c'est en discussion, c'est ou le mardi matin ou le mardi après-midi. Je rappelle que le bus France Service est là pour aider nos administrés aux démarches administratives qui peuvent concerner la santé, la famille, la retraite, l'emploi, l'aide au renouvellement des papiers d'identité, déclaration de revenus, parce que c'est vrai qu'au niveau financier, finance, on n'a plus beaucoup de monde sur site.
Et vous avez notamment donc la CAF, la CARSAT, la CPM, enfin différents services qui seront sur place, la CPM, j'ai dit, la MSA, ministère de la Justice, enfin donc différentes structures qui seront là pour éventuellement vous aider en complément de ce qu'on peut faire déjà au niveau du CCAS. La mise en place devrait être effective assez rapidement. Pour le mois de mai, ce devrait être fonctionnel a priori. Les communications, j'ai fini. Sur les décisions administratives, y avait-il des remarques, des questions sur les décisions administratives? Pas de questions. On attaque les délibérations du conseil municipal. Mission d'archivage, renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent du centre départemental de gestion du Nord. Délibération classique puisque ça passe tous les ans. Madame Bernard. Oui, merci Monsieur le maire. Donc en effet, c'est une délibération récurrente. Donc ça concerne l'émission d'archivage et la mise à disposition d'un agent du CDG 59. Donc les missions principales, le tri, l'élimination, le classement, l'inventaire, l'indexation des archives, la rédaction et la fourniture d'un inventaire et d'un index, la sensibilisation du personnel aux techniques d'archivage et les études diverses portant sur les archives. Donc la durée de la convention est de 3 ans et le coût horaire facturé est de 36 €. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est la modification de la grille des effectifs. Madame Bernard. Oui, donc de la même manière, une délibération récurrente. Donc aujourd'hui, cette modification de la grille des effectifs concerne la stagiairisation d'un agent contractuel qui est adjoint technique, adjoint à la directrice des espaces publics. Le changement de filière suite à une mobilité interne d'un agent qui était au grade de brigadier chef principal de police municipale qui passe au grade d'adjoint administratif principal première classe et qui est donc à l'accueil de la mairie. Et enfin, cela concerne aussi la mise à jour de la grille des effectifs suite au départ de plusieurs agents pour mutation, pour retraite ou dû au changement de situation en matière de carrière concernant les avancements de grade, les promotions internes, ainsi que la création de postes sur plusieurs grades dans l'attente des recrutements définitifs, notamment pour la police municipale et le conservatoire. Merci. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Troisième et quatrième délibération, je pense qu'on peut faire un vote commun. C'est là-dessus, il y a des petites modifications, voilà. Mais à la marge. Oui, Madame donc en Bernard. effet, c'est suite à la nouvelle nomenclature qui est arrivée entre l'envoi des délibérations et le conseil municipal. Donc ces deux délibérations concernent la création de 2 emplois permanents au conservatoire. Donc il s'agit de 2 agents contractuels dont le terme de leur contrat arrivait à échéance. Donc il y a eu une mise en concurrence de leur poste. Nous avons lancé une procédure de recrutement. La recherche de fonctionnaires étant infructueuse, nous proposons donc la CDIsation de ces 2 agents. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Dernière délit pour les ressources humaines, c'est une délibération relative à l'adhésion au dispositif interne de signalement des atteintes à l'intégrité physique, des actes de violence, de harcèlement, de discrimination, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre d'intimidation, convention avec le Centre de gestion du Nord. Madame Bernard. Voilà. Donc c'est une obligation de mettre en place ce dispositif de signalement. C'est aussi une avancée pour le personnel qui serait victime de ce genre d'attaque. Donc c'est une adhésion par convention au dispositif interne de signalement donc, du CDG 59. Nous avons choisi d'adhérer au CDG qui était plus compétent pour la fonction publique. Et comme on y adhère déjà, c'était beaucoup mieux pour nos agents. Donc le dispositif repose sur une prestation socle qui comprend le recueil des signalements par une cellule d'écoute des signalements donc, du CDG 59, donc des agents qui s'estiment victimes, et sur une double orientation de ces agents par la cellule de signalement.
donc soit vers les services et les professionnels compétents chargés de l'accompagnement et du soutien, ou vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées et assurer le traitement des faits signalés. Donc ensuite, il y a une prestation complémentaire sur facturation selon les situations et en accord avec le ou la déclarante. Donc cela comprend le conseil en organisation, les services de prévention, la réalisation d'une enquête administrative et la médiation professionnelle dont les tarifs sont précisés dans la délibération. Donc bien entendu, en outre, la ville s'engage à informer les agents de l'existence de ce dispositif. Nous avons désigné un ou une référente, en l'occurrence ici ce sera une référente au service RH en la personne de Madame Aït Wali, qui recueillera, qui orientera les agents, qui mettra en relation en fait l'agent avec le dispositif, mais en aucun cas elle sera mise au courant du motif de la plainte de l'agent. Donc la ville proposera également aux agents, mais également aux élus, des actions de sensibilisation et aussi des actions de prévention à destination des managers afin qu'ils soient plus à l'aise pour reconnaître ou identifier des situations difficiles et savoir comment réagir et savoir où mettre le curseur. Donc la convention d'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre 2024. Elle prend effet dès la signature des deux parties. Donc sur ces bases, nous proposons donc d'autoriser Monsieur le maire à approuver et à signer cette convention d'adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG 59, ainsi que les conventions relatives aux prestations complémentaires, de décider de confier au CDG le dispositif de signalement prévu à l'article 6 carter A de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 et d'adhérer aux prestations complémentaires proposées par le CDG 59, donc le conseil en organisation, la médiation professionnelle et la réalisation d'une enquête administrative. Merci. Bon, pour info, la même délibération est passée à la glosse cet après-midi. Y a-t-il des questions? Non plus. Je pense que tout le monde sera d'accord. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération. On passe à politique de la ville. Avenant à la convention TFPB. Monsieur Célie Dogno. Merci, monsieur le maire. Donc une délibération relative à l'avenant à la convention TFPB, donc TFPB, taxe foncière sur le patrimoine bâti. Alors pour rappel, le comité de pilotage du contrat de ville du 28 juin 2016 a validé l'utilisation de l'abattement de 30% de la TFPB, donc sur la base d'imposition sur le patrimoine bâti des bailleurs sociaux situés en QPV sur l'agglomération de Valenciennes. En contrepartie, les bailleurs sociaux s'engagent à financer des actions favorisant la qualité du cadre de vie et la cohésion sociale de leurs locataires, en se basant sur des diagnostics en concertation avec les communes. Le contenu éligible et modalités d'élaboration, de suivi et de pilotage des actions sont encadrés par l'article 1388 bis du Code général des impôts. La convention annexée au contrat de ville 2015-2020 a permis de mettre en œuvre un plan d'action triennal 2016-2018 et biennal 2019-2020 sur l'ensemble des villes signataires. Dans l'optique de la prolongation du contrat de ville jusqu'en 2022, il y a lieu de prolonger le dispositif d'abattement par un avenant. Afin de définir les programmes d'action pour 2021-2022, des diagnostics figurant dans la convention initiale sont actualisés. Le présent avenant prendra effet rétroactivement suite à la modification de l'ensemble des signataires. Celui-ci prendra fin à l'échéance du contrat de ville. Donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention TFPB prolongeant le dispositif jusqu'à l'année 2022. Merci. De toute façon, la délibération qui suit, c'est le plan d'action TFPB 2022. Alors, il y aura peut-être plus sujet à intervention. Sur ce sujet-là, y a-t-il quelqu'un, monsieur Jamjam? Merci, monsieur le maire. Donc là, c'est une délibération qui était venue ici en 2021 et on s'était abstenu. Donc il faut savoir que le 3 juin 2021, sur un réseau social, une personne habitant en résidence Émile Zola écrit, je la cite, « Voici la résidence Émile Zola à Anzin. Après avoir contacté plusieurs reprises le responsable d'agence Partenor Habitat, et qu'elle me répond, ils n'ont plus de budget pour nettoyer et entretenir les espaces verts, ainsi que
la mairie d'Anzin et la police municipale qui n'ont pas le droit d'intervenir dans la résidence car elle est privée. Nous avons des rats, point de suspension, c'est une honte. Partagez s'il vous plaît pour que ça bouge, merci. Je vous passe un peu les commentaires, plus loin. On trouve, monsieur le maire m'a contacté et je pense qu'il va faire bouger les choses. Autre exemple, le 14 juin 2021, on trouve aussi encore une plainte, mais là c'est le quartier de la Verrie, qui est... la personne vous a interpellé personnellement sur le marché, et là ce sont les agents de la mairie qui ont entendu la pelouse et non le bailleur. Notre groupe, on n'est pas contre ce fameux abattement du 30% de la TFPB qui est prévu par l'article 1388 bis du Code général des impôts. Peut-être que ça fonctionne dans les autres villes, mais en Anzin, on trouve scandaleux que ce sont les agents de la mairie qui tondent la pelouse et autres à la place des bailleurs. On n'est pas contre non plus de payer pour mettre en peinture tous les ans les escaliers et autres marquages au sous-sol des immeubles, mais sans contrepartie, on ne peut pas vous suivre. On n'est pas contre l'amélioration et l'attractivité de l'habitat des logements, mais quand ça fonctionne, et ce, apparemment, dans certains logements, des dysfonctionnements nous sont remontés et le bailleur met énormément de temps à réparer et au pire ne fait rien. Peut-être que les bailleurs attendent que le logement soit vide pour avoir des crédits, parce que la délibération 7, ceci n'est que la partie visible, hein. C'est en ce sens même que si vous allez encore nous sortir la phrase, les Anzinois ne comprendront pas notre position, mais nous assumons notre position parce que nous préférons mettre le locataire au centre et non pas les bailleurs. Une de nos propositions aux dernières élections, c'était de créer une maison de l'habitat et des mobilités, où le service de logement et de la commune, il est à domicile et pour accueillir les permanences des bailleurs et des promoteurs. Comme ça, en fait, les problèmes pourraient être assez remontés. Parce que quand le politique intervient, je pense que ça bouge un peu plus. Donc si on met le bailleur et le politique et les locataires, je pense que ça devrait résoudre un petit peu les petits problèmes. Merci. Monsieur Jamjam, je vais faire la réponse, pourtant j'avais dit que j'allais être sympa, je vais faire la réponse qu'a fait le président de l'AGLO. Vous étiez au conseil communautaire à une personne qui est intervenue, c'est pas le président mais c'est son vice-président qui a répondu, en disant que parfois, bon, tout le monde dit des bêtises, et parfois les élus, notamment quand ils ne connaissent pas bien le dossier. C'est exactement le cas. Parce que quand il y a une problématique, bien évidemment, on a donc la maison de l'habitat. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la communauté d'Aglo de Valenciennes Métropole a mis un gros budget pour créer une maison de l'habitat. Donc quel est l'intérêt de faire une maison de l'habitat dans le Valenciennois et refaire à Anzin une maison de l'habitat? Donc déjà, on va faire doublon et on a peut-être effectivement mieux à faire. Aujourd'hui, on a donc le logement social qui effectivement a été repositionné au niveau du CCAS. Tout ce qui est urbanisme, c'est donc M. Socha qui le gère. Et à partir du moment où il y a une remontée, parce que là vous mélangez un petit peu tout, la TFPB, elle ne peut pas intervenir s'il y a un toilette qui est bouché. C'est un des dossiers en cours par exemple actuellement. Par contre, l'habitant essaie de gérer le problème avec le bailleur. Si l'information revient au niveau de nos services, ou le CCAS, ou le service urbanisme, il est bien évident que nous intervenons auprès du bailleur pour faire bouger la situation. La seule problématique, c'est que c'est comme quand il y a des troubles à l'ordre public, c'est qu'il faut que l'information nous remonte. À partir du moment où on sait qu'il y a une problématique, que ce soit M. Levent ou que ce soit M. Berrier, selon le type de problématique, il y a un élu ou un technicien qui va les recevoir et les gens sont reçus en permanence pour évoquer le sujet et on fait des courriers, on envoie des mails où je signe des courriers aux bailleurs en leur demandant, entre guillemets, qu'il faut peut-être qu'ils se bougent un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Sur l'exemple qui a été donné, justement, le premier exemple, c'était donc sur la résidence Émile Zola, je pense. Il y a des discussions qui sont en cours. J'ai rencontré M. Delponc, nouveau responsable. Ça fait quelque temps qu'on évoque ce sujet, puisqu'à l'époque, M. Dordain avait déjà eu des réunions pour essayer de trouver des solutions sur effectivement l'abandon de ce périmètre. Donc là, il y a des négociations, des discussions qui sont en cours, avec des budgets qui sont programmés par partenaires, en sachant que la réhabilitation de la partie centrale, qui est effectivement du domaine privé de partenaires, donc c'est de le gérer, va nécessiter des interventions probablement un peu plus importantes que ce qui est acté dans certaines phases du TPFPB, en sachant que, je croyais que vous alliez intervenir plus sur la délibération suivante, on a le plan d'action 2022 où on reliste tout ce qui est mis en place par les bailleurs, ce qui est fléché, le montant et le total des montants correspond
à leur exonération fiscale. Après, c'est ce qu'on a dit. Il y a des garde-fous qui sont menés par les services de l'État, par l'aglo et par la ville d'Anzin. À partir du moment où il y a des sommes qui n'ont pas été utilisées, parce que, style, participation pour le CISPD, la coordinatrice CISPD. Bon, on a eu un problème de recrutement, donc ça veut dire que l'argent qui était fléché n'a pas été donné. L'argent qui n'a pas été donné, qui n'a pas été consommé, soit il reporte sur une action de l'année d'après, soit il nous rembourse le delta qui existe. Il y a un garde-fou qui a été mis par les services de l'État pour justement empêcher ce genre de dérive. Donc sur les différents sujets évoqués, je ne vais pas tout reprendre de A à Z, mais quand c'est des problématiques purement d'entretien de bâtiments classiques, déjà, la TFPB, pour moi, n'a pas à intervenir là-dessus, puisque c'est de l'entretien classique. La TFPB, c'est une plus-value par rapport à ce que le bailleur doit mettre en place dans le cadre de l'entretien de ses bâtiments. Donc la TFPB, elle est fléchée avec des diagnostics en marchand qui sont faits, avec les habitants ou des comités de quartier ou conseils citoyens, enfin les personnes qui sont sur le territoire, pour flécher avec eux ce qui semble être le plus intéressant pour trouver des solutions, style dans les actions notées, les encombrants, où effectivement ils ont décidé de mettre en place, de mettre à disposition un garage qu'ils vont évacuer régulièrement avec un fléchage sur ce coût-là. Après, c'est le fait de remettre du personnel complémentaire pour accueillir les... Alors, je ne dis pas que tout ce que proposent et tout ce que doivent faire les bailleurs sont faits, mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit à côté d'eux et en même temps les pousser dans leur retranchement pour arriver à consommer ce qu'ils doivent consommer pour nos habitants. C'est là où je ne vois pas trop la différence sur les sujets que vous évoquez qui ne sont pas mis en place correctement, c'est qu'il y a des choses qui sont faites, puisque les élus et les techniciens sont là pour accueillir les habitants, et qui sont réalisées, et vous donnez l'impression qu'en fait ces sujets-là ne sont pas traités, mais ce n'est pas le cas, ils sont traités, mais après les informations ne vous sont peut-être pas remontées non plus à votre niveau. Excusez-moi, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit que ce n'est pas réalisé, je dis simplement, ce n'est pas aux agents de la commune d'aller faire la pelouse par exemple. C'est cet exemple-là que j'ai pris. C'est surtout ça. Et surtout, je termine si vous le permettez simplement, et surtout la TFPB, effectivement, elle est intéressante, mais ce que je veux dire, l'amélioration de l'habitat, ça veut dire que quand je regarde un peu le tableau, on améliore l'habitat, c'est-à-dire quand il y a des occupants, on change de locataire, on améliore l'habitat. D'accord? Moi, je ne trouve pas anormal que c'est entre guillemets à l'État de pouvoir gérer ça. C'est au bailleur de pouvoir gérer ça. Effectivement, la loi le autorise, hein, ça c'est net. Comme vous venez de le dire, à partir du moment où dans les travaux qui sont actés dedans, ils peuvent proposer ce genre d'action, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, même si on considère qu'effectivement, c'est pas très logique. Il y a je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est entretien de bâtiments, pour moi, le fait que ça rentre dans la TFPB, ce n'est pas logique, c'est de l'entretien classique. Un locataire part, il y a des travaux de réhabilitation à faire ou d'amélioration pour... Je ne vois pas pourquoi, effectivement, sauf que la loi les autorise à les mettre en place. Et nous, on ne peut pas les obliger à leur dire, nous, on ne veut pas cette action, on veut cette action. À partir du moment où ça rentre dans le cadre, on ne peut pas le remplir. Quand on va tondre, c'est parce qu'à un moment donné, on ne tond pas. Mais s'ils ne le font pas, et que nous, on ne le fait pas, on va attendre que la pelouse, elle soit à cet endroit-là. Donc, on y va par défaut et à minima. Mais il est bien évident que quand on y va, on fait des courriers, et de toute façon, il y a des réunions qui ont été reprogrammées sur les parcelles qui leur appartiennent, qui doivent traiter. C'est comme si j'allais chez vous, tondre chez vous. Ben, c'est exactement la même chose. On n'a pas à le faire, sauf qu'on le fait pourquoi? Ben, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour le bien-être des habitants. Donc, à un moment donné, on est là pour que les habitants ils aient effectivement un cadre de vie correct. Si on a plein de mauvaises herbes, les herbes qui sont comme ça, et qu'on dit nous on n'y va pas parce qu'ils ne le font pas, c'est l'habitant qui en pâtit. Donc à un moment donné, on est bien obligé de pallier effectivement le défaut d'entretien qui doit être réalisé par le bailleur. Bon, c'est devenu de plus en plus rare quand même. On ne va pas dire, on va toujours trouver à un moment donné où il y a peut-être eu une problématique, mais ces problèmes d'entretien, de tonte sont quand même bien plus rares qu'à une période. Il y a quelques années, c'était bien plus fréquent que ça. Par contre, il y a des sujets qui sont en cours depuis quelques temps. Résidence Émile Zola, je pense qu'on va trouver une solution dans les mois qui viennent, pour améliorer en tout cas le cadre de vie de ceux qui sont là. Mais là, c'est au bailleur de nous trouver des solutions. Monsieur Levent, puis après on passera au vote, je pense. Oui, ce que je voudrais rajouter simplement, c'est qu'effectivement, dans le cadre de nos permanences, Daniel, donc Daniel Hénin et moi-même, on va dire grosso modo entre 250 et 300 rendez-vous donc sur l'année
où effectivement on reçoit les habitants par rapport à des demandes de logement. On a un certain nombre de ces habitants qui sont déjà logés chez des bailleurs, et s'ils nous remontent des difficultés, et il y en a beaucoup qui remontent, hein. Nous évidemment, on ne se cantonne pas uniquement sur la demande de logement, on assure l'interface avec les autres services, il peut y avoir derrière des problèmes d'humidité, d'insalubrité, et donc je dirais, nous en fait on travaille en transversalité, et c'est justement la raison pour laquelle on décloisonne les problèmes, et ça nous permet d'avancer. On a rencontré Partenord il y a quelques jours, évidemment pour des thématiques de logement social, mais dans notre liste de commissions, on avait aussi les aménagements de Zola, par exemple, et d'autres sujets qui sont liés peut-être à la tranquillité, la propreté, divers autres sujets que le logement social. Donc tout ça, ça nous permet justement de pouvoir après suivre les difficultés. Et c'est un peu le système de la tenaille, hein. Quand on a les mêmes problèmes qui reviennent, je peux vous assurer que le bailleur, il n'aime pas trop quand on lui tire les oreilles et qu'on lui dit, là, il y a un problème. Il y a un problème une fois, deux fois, trois fois. Quand c'est récurrent, forcément, ils sont un peu sous pression. C'est notre rôle à Daniel et à moi-même. On va crescendo, donc les élus référents, c'est vrai que Daniel Hénin fait aussi les permanences. Et quand c'est trop récurrent, là, c'est moi qui monte au créneau, je fais un courrier recommandé ou je donne un coup de fil où il faut en disant, là, c'est bon, on arrête de s'amuser. Et généralement, il y a aussi, c'est pas parce que c'est un logement qui appartient au bailleur qu'on fait pas une visite de salubrité ou de RSD, règlement sanitaire départemental, par nos services. On y va, on regarde et on demande au bailleur, qu'il soit privé ou public, de pallier aux défauts. Mais ils ont des délais qui effectivement sont parfois pas les délais que l'on voudrait obtenir. Je pense qu'on peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. 4 abstentions, donc voté à la majorité. La 7e délibération, on est sur le même sujet, mais là c'est le plan d'action TFPB 2022. Monsieur Célidoniou. Merci. Oui, effectivement, le plan d'action TFPB 2022, donc sur notre commune, nous avons 2 quartiers qui sont éligibles à l'abattement TFPB. Donc le quartier de la Verrerie, Square de la République et la zone intercommunale des Rives de l'Escaut. Donc pour la TFPB, les bailleurs sociaux concernés s'engagent à traiter les besoins spécifiques des quartiers par des actions telles que l'amélioration du niveau de qualité de service, la contribution à la tranquillité publique en lien avec le CISPD, des animations autour de l'environnement, la mise en place d'ateliers participatifs autour des droits et des devoirs des locataires, des ateliers donc également pour la maîtrise des factures d'énergie, les éco-gestes, la sensibilisation à la gestion des déchets, également des actions d'auto-réhabilitation accompagnées notamment avec les compagnons bâtisseurs qui sont intervenus déjà sur la commune de Fresnes-sur-Escaut. Donc il y a également l'entretien des jardins pour recréer du lien intergénérationnel. Alors les principes d'utilisation de l'abattement, le type d'action, les modalités de suivi et d'évaluation sont déterminés dans le cadre national d'abattement, donc signé le 29 avril 2015. Pour bénéficier de cet abattement, les bailleurs sociaux doivent avoir signé le contrat de ville et déclaré auprès des services des impôts des logements concernés. Ils doivent proposer un plan d'action qui est validé par les signataires de la convention locale d'utilisation de la TFPB, donc à la ville, l'agglo et l'État représenté par la direction départementale des territoires et de la mer. Les plans d'action doivent également avoir un lien avec les enjeux du contrat de ville et compléter les dispositifs GUP, donc GUP gestion urbaine de proximité, sur les quartiers prioritaires. Les contrats de ville ayant été prolongés jusqu'en 2022, cette prorogation entraîne celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales qui sont associées et dont l'abattement de 30% TFPB dans les quartiers prioritaires de la ville. Pour les plans d'action 2022, les bailleurs bénéficiant de l'abattement sont Habitat du Nord, donc à la Verrerie, Partenord Habitat, Square de la République et Carpeaux dans la zone intercommunale, la SIGH à la Verrerie et Pona dans la zone intercommunale, Maison et Cité à la Cité du Mont-de-la-Veine dans la zone intercommunale et SIA donc, qui est repris par SIGH à la Cité du Mont-de-la-Veine, pareil dans la zone intercommunale. Les bilans des plans d'action 2021 doivent être fournis par les bailleurs à la direction départementale, donc territoire et de la mer, avant le 31-03.
Ils doivent être validés par le conseil municipal avant cette date. Des groupes de travail pilotés par le service cohésion sociale de la ville d'Anzin et associant les bailleurs, les services de la ville, de l'agglomération, les conseillers citoyens, les partenaires locaux, sur les thématiques de la gestion urbaine de proximité, ont également permis de répondre au mieux aux besoins des territoires. Les plans d'action 2022 envoyés à la DDTM par les bailleurs doivent maintenant être validés par le conseil municipal. Donc il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à valider les actions 2021 et les plans d'action 2022. Merci. Il y aura une intervention également. Monsieur Jamjam. Merci Monsieur le maire. Donc c'est toujours la même remarque que pour la délibération 6. Donc voilà, nous attendrons le bilan. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons au vote. Qui vote contre? Abstention. 4 abstentions. Donc voté à la majorité. On attaque la 8e délibération. C'est donc une demande de prolongation de subventions relative aux actions quartiers ressourcés et pas de quartier pour l'emploi. Et c'est Monsieur Célidonio, toujours. Donc oui, effectivement, donc demande de prolongation des subventions. Donc pour 2 actions, donc 2 projets avaient été déposés dans le cadre du contrat de ville 2021. Ils étaient portés en interne par les services de la ville. Donc il s'agit des quartiers ressourcés. Donc ça consiste au renforcement de l'offre des structures de proximité, donc André Parent et la Verrerie, Claudie de Noyette, pour un ensemble d'activités d'animation et des sorties pour les familles. Donc là, il s'agit de placer les habitants au centre des quartiers en tant qu'acteurs et bénéficiaires. Et on a également l'autre action qui est pas de quartier pour l'emploi, qui consiste en l'organisation de permanence emploi au sein des structures de proximité en collaboration avec Point Fort et Le Pli. Les conditions liées au Covid n'ont pas permis de réaliser l'intégralité des subventions allouées à la commune pour ces actions. La ville souhaite, compte tenu de la situation, solliciter une demande de prorogation des subventions jusqu'au 30 juin 2022 pour permettre la réalisation des actions décrites. Les dépenses correspondantes sont d'ores et déjà inscrites au BP 2022 de la ville. Donc il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à effectuer une demande de prorogation des subventions relatives aux actions quartiers ressourcés et pas de quartier pour l'emploi. Merci. Y a-t-il des questions? Rien de spécial? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Nous attaquons donc la délibération 9, c'est subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice 2022. Monsieur Vincent, pour les subventions scolaires, c'est moi qui procéderai au vote, parce qu'après on fera le listing dans le cas des conflits d'intérêts, faire bien attention à ceux qui participent pas, qui présentent ou présentent pas. Donc pour les subventions scolaires, on fera comme si c'est moi qui présentais parce qu'on ne va pas tout refaire, je ne vais pas tout relire les subventions. Donc subventions scolaires, c'est moi qui présenterai. Pour les subventions... Pour chaque subvention, je dirais les personnes qu'on a listées. Si jamais il manque quelqu'un, vous nous le faites savoir. OK. Monsieur Vincent. Merci, Monsieur le maire. Donc, délibération traditionnelle comme tous les ans, avec une petite nouveauté cette année dans la délib. Comme vous avez pu voir, un nouveau décret qui est paru au 31 décembre 2021. Donc, toute association sollicitant les bénéfices d'une subvention publique devra dorénavant s'engager par la souscription d'un contrat d'engagement républicain, donc à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République. Ne pas mettre en cause le caractère laïque de la République et s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Donc c'est un nouveau décret qui est paru au 31 décembre. On a donc demandé à tous les présidents d'associations qui ont fait des demandes de subvention de signer cet engagement. Voilà, donc voilà, c'est sorti au 31. Sinon, vous avez donc derrière la liste des subventions et des montants qui ont été attribués, qui seront attribués après cette délibération, une fois le vote inscrit. Je ne sais pas si vous avez des remarques. On va peut-être faire par pavé. Je vais faire par groupe, si jamais il y a des questions sur certaines subventions. Donc, pour les structures scolaires, donc ne participe pas au vote Monsieur Vincent, Madame Dutrieux. Donc on vote pour ce groupe-là. Qui est contre? Abstention. Il n'y a pas de questions sur ces subventions-là.
Je laisse la parole à Monsieur Vincent. Donc, pour les associations culturelles, donc pareil, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas au vote. Ouais. J'ai la liste en haut. Donc. Y a-t-il d'autres personnes concernées par les associations culturelles? Pas de questions? Alors, qui vote contre? Okay. Abstention? Voté à l'unanimité. Ensuite, nous sommes aux groupes locaux. Donc là, c'est pareil. Il y en a normalement qui ne participent pas au vote. Alors, les groupes locaux ne participent pas au vote. Bon, Madame Asselin qui est excusée. Monsieur Bedjouri, Madame Pires, Madame Delpov, Monsieur Gandao qui est excusé également. De votre côté non plus, il n'y a pas de personnes qui sont dans les groupes locaux. Donc, pas de remarques pour les groupes locaux. Donc, qui vote contre? Abstention. Donc, voter à l'unanimité. Pour le social, donc le social, je pense que tout le monde peut voter. Tout le monde peut voter. Donc, pas de remarques. Qui vote contre? Abstention. Donc, voter à l'unanimité. Les utilités publiques. Pareil, pas de remarques. Même chose, je pense que personne n'est concerné. Oui, je pense pas. Donc, qui vote contre? Abstention. Voter à l'unanimité. Et les associations sportives, donc c'est un peu plus... Alors là, ne participe pas donc Monsieur Levent, Madame Bernard, Monsieur Jamjam et moi-même. Donc pas de remarques pour les subventions des assos sportives. Donc qui vote contre? Abstention. Donc voter à l'unanimité. La 10e délibération, subvention au comité des fêtes de Caubec-Talabo pour le carnaval 2022. Monsieur Vincent. Donc oui, comme depuis quelques années maintenant, sur le carnaval, il y a des bénévoles qui fabriquent des chars et qui défilent sur le carnaval. Donc par principe de facilité, on vote une subvention en plus, on va dire, entre guillemets, de la subvention traditionnelle que cette association a. On vote une subvention exceptionnelle sur le carnaval qui est bien vu avec une convention avec l'association. Donc vous inquiétez pas, s'ils ne dépensent pas tout l'argent, ils remboursent et après tout est réglo. Donc cette année, on a demandé une subvention de 2 000 € donc pour l'organisation du carnaval, donc par l'association et tous les bénévoles. Alors, ne participe pas au vote, Monsieur Bedjouri. Donc, c'est vrai qu'on en monte un petit peu, mais bon, le matériel qu'ils achètent quand ils font un char, etc., tout est en train d'augmenter. Donc, bon, et puis après, quand on voit le char qu'ils nous ont fait pour le dernier carnaval, l'investissement, il n'est pas énorme par rapport à la qualité de ce qui est fourni. Et je pense que c'est un minimum, c'est qu'ils puissent avoir au moins le matériel nécessaire, ce qu'ils ont besoin, vu le nombre d'heures qui passent pour arriver à avoir... un char digne de ce nom, quoi. Donc, je vais en profiter pour remercier aussi tous ceux qui participent bénévolement à cette action, parce qu'ils passent du temps, hein, ça c'est sûr. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est chantier pédagogique, découverte du métier de l'horticulture, signature de la convention avec Edelweiss. Bon, classique, hein, tous les ans ça passe. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Comme vous venez de le dire, chaque année, on conventionne avec Edelweiss. Donc, ces jeunes produisent des plants, ils nous les mettent dans différents endroits, notamment dans les bacs. Et nos services servent de support pédagogique pour que ces enfants puissent découvrir le monde de travail, l'accompagnement des encadrants et les sensibilisations au métier des espaces verts. Donc, à cet égard, je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention en ayant approuvé les termes de l'annexe qui est jointe. Merci. Pas de questions, je pense. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est le contrat de relance de la production de logements 2021-2022. C'est Monsieur Berrier qui va la présenter. Monsieur Vincent donc quitte le conseil et donne pouvoir à Monsieur Bernard. Au revoir, Monsieur Vincent. Merci, Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne le plan de relance numéro 2. Vous rappelez que le gouvernement a décidé en 2020 de mettre en place un plan de relance, notamment pour tout ce qui concernait les équipements collectifs et
plus particulièrement, on a bénéficié de ce plan de relance pour l'école de la rue derrière les Haies. Donc pour l'année 2020-2021, peuvent bénéficier de ce plan de relance la construction de logements sociaux, comme on a déjà pu l'évoquer à maintes reprises depuis cet après-midi. Donc ça concerne l'année 2022, ça concerne différentes communes du Valenciennois, et c'est Valenciennes Métropole qui nous demande de mettre en place cette délibération, puisque nous sommes concernés par la construction de logements sur l'ancienne friche du Terne Ford, où l'on projette, après appel à projet, de construire 60 logements. Le promoteur qui a été retenu pour ces 60 logements, c'est le groupe Carrère, qui déposera incessamment un permis de construire pour respecter les délais qui sont indiqués dans cette délibération. Donc, il faut que ce soit délivré entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Donc, il est plus qu'urgent que ce permis soit déposé. D'ailleurs, à cet égard, il vous sera présenté un prochain conseil, peut-être pas celui-là, mais celui qui vient derrière. Donc, comme je le vous disais, le groupe Carrère, sur la phase 1 de l'aménagement Ford de Bresse, nous propose de faire 60 logements, 40 logements sur des dispositifs locatifs et 20 logements en accession en propriété. Donc je vous demande sur cette délibération de prendre acte du contrat de relance de construction durable pour l'année 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce contrat en accord avec Valenciennes Métropole. Merci. Ouais, donc quand ce sera un peu plus avancé, il y aura une présentation du projet. Aujourd'hui, dans le cadre du plan d'aménagement avec les voiries, etc., tout n'est pas encore complètement finalisé, donc on reviendra. Alors, le prochain conseil municipal, c'est le 16 mai, mais il y en aura peut-être un fin juin, début juillet, ça va dépendre si le compte de gestion est validé et si on peut vous présenter le compte administratif ou pas le 16 mai. Donc 16 mai, c'est sûr. Et le 16 mai, je vous dirai s'il y a un autre conseil avant le 14 juillet. Donc effectivement, donc là, on a un promoteur qui était donc validé en sachant que tout ça est supervisé par l'agglo, et même chose, à une délibération qui est passée aujourd'hui donc au niveau de l'agglo pour pouvoir bénéficier de cette aide financière pour ceux qui auront des constructions donc dans les délais qui ont été demandés. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e délibération concerne l'habitat. C'est la convention entre Valenciennes Métropole, les communes d'Anzin-Bru et Valenciennes-Vieux-Condé, la DDTM dans le cadre de la mise en place des amendes pour non-respect des déclarations prévues par la loi Allure, pour l'autorisation préalable de mise en location, déclaration de mise en location et l'autorisation préalable à la division. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Donc cette délibération, il y en aura deux très techniques. Je vais essayer de vous la résumer de façon un petit peu plus simple. Vous savez que depuis le début de nos mandats, nous avons mis une priorité sur le logement insalubre et sur les logements aussi en termes de division et des propriétaires bailleurs indélicats. Donc nous vous avons demandé il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, de mettre en place conformément à la loi Allure et à la loi qui m'échappe, Élan, les mises en place de permis de louer, de permis de diviser. Donc sur ce sujet-là, nous avons toujours fait preuve d'initiative et nous avons été un petit peu leader dans le Valenciennois pour toutes ces mesures relatives à l'habitat. Valenciennes Métropole, l'année d'après, a repris la même délibération pour conforter ces 3 mesures, notamment l'autorisation préalable de location, la déclaration de mise en location, ainsi que l'autorisation préalable de division. Donc aujourd'hui, Valenciennes Métropole dirige cette opération avec les communes concernées qu'a cité Monsieur le maire, à savoir Bruay, Vieux-Condé et Anzin. Les mesures pédagogiques, les mesures d'explication et d'information ont été faites auprès des différents propriétaires bailleurs dans leur ensemble. Bon, il s'avère qu'il est nécessaire maintenant de passer aux mesures coercitives. Donc cette délibération vous résume sur l'ensemble les différents dispositifs qui permettent de verbaliser les propriétaires contrevenants, les amendes pouvant aller de 5 000
à 15 000 €, voire 25 000 € dans certains cas. Bon, c'est devenu nécessaire. On a encore, malheureusement, des propriétaires qui sont récalcitrants à ces dispositions. Elles ont porté les fruits. Je pense que pour Anzin, on a eu quand même beaucoup de demandes, et il y a même certains propriétaires bailleurs qui souhaitent absolument avoir le label de ces autorisations pour pouvoir montrer à leurs locataires qu'ils sont tout à fait dans les clous et qui proposent des logements qui sont de qualité. Alors simplement pour votre information, et avant que vous ne posiez la question sur Anzin, depuis 2000, c'est 84 DML qui ont été déposés. Sur le pas, 33 APML donc sur l'ensemble du territoire, et puis 20 APD depuis 2020. Voilà. Sur toutes ces mesures, je vous demande d'autoriser, donc Monsieur le maire, je vous demande d'approuver cette convention, d'autoriser Monsieur le maire à la signer pour la proposer à Valenciennes Métropole. Là, même chose, c'est passé à l'agglo, c'est les services de l'État qui ont demandé qu'il y ait un travail commun pour faciliter le recours aux amendes, en sachant que les amendes, c'est pas la ville qui va les toucher, mais c'est l'ANA. Alors, on met le personnel, on met tout ce qu'il faut pour montrer que tout n'est pas dans les règles, mais l'argent repart à l'ANA et on récupérera donc, bien évidemment, pas ce qu'on aura mis au niveau du personnel, mais aussi parfois sur des travaux d'office. Je pense à la rue Jean Jaurès, par exemple, où l'échafaudage qui nous a coûté 38 000 €, et la roue tourne, puisque plus il va rester longtemps, plus il va nous coûter. C'est des sommes qu'on récupérera très vraisemblablement jamais. Y a-t-il des questions, Monsieur Jamjam? Merci. Avez-vous le nombre de verbalisations jusqu'à présent? Le nombre de verbalisations jusqu'à présent? On va demander à Monsieur Sou. Généralement, alors, ce qui se passe, c'est qu'avant d'arriver à la verbalisation, quand c'est très important, j'ai mémoire d'un dossier. Auparavant, il n'y avait pas de place de parking, notamment pour les divisions. On avait monté l'amende à 5 000 € par place manquante. Donc déjà, quand ils venaient en Anzin, qu'on leur disait, vous faites 3 logements, il y a déjà 10 000 ou 15 000 € à donner, ils allaient voir ailleurs, où ils ne mettaient pas ça en place, et puis ils n'investissaient plus ici. Donc effectivement, on a quelques marchands de sommeil qui ont quitté notre territoire pour aller ailleurs. Là ici, ce qui se passe, c'est que quand il y a des subdivisions qui sont réalisées sans qu'on le sache, parce que bien évidemment, il y en a qui font des travaux sans qu'on soit au courant, le dernier dossier en cours, de toute façon, le message il est clair, on va au bout des procédures, le propriétaire a complètement démoli tous les travaux qu'il avait fait à l'intérieur pour subdiviser l'immeuble. Donc, sinon, il y a eu... Il faut que je vois Frédéric Sochat s'il a des éléments à donner. Je vais simplement... Notre référent sur ce dossier-là. Entre deux, rajouter, vous étiez à la réunion préparation PLH. Bon, j'ai fait part de toutes les difficultés qu'on a. On détourne tout ce qu'on peut détourner comme loi pour échapper à l'urbanisme ou échapper aux règles de division. Les bailleurs indélicats le font. Et ils sont aidés dans ce sens par tous les gens qui sont chargés, généralement, de rédiger les actes de vente. Et on parle les notaires pour ne pas les citer. Et c'est un travail qu'on aura à faire de fond, parce que ces bailleurs, on va les retrouver partout. Et il y a un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Je pense que vous étiez d'accord avec ce qu'on a été dit ce jour-là. Et les amendes, ben oui... M. Sochat va les expliquer, mais il y a une procédure. Elle est toute décrite dedans, il y a des délais, il y a des recours, il y a tout ce qu'on veut. Monsieur Sochat. Oui. Bonsoir, tout d'abord. Par rapport à votre question, effectivement, tu l'as bien exprimé, on a depuis 2017 mis en place des dispositifs à mur, que vous discutez précédemment, qui ont été renforcés par la loi Elan. Finalement, c'est la loi Elan qui est arrivée après, qui a donné cette possibilité de verbalisation finalement, de mise en place de ces amendes. Donc, pour ce qui est de l'activité de la commune dans ce domaine, on la cite et cité même au niveau de l'arrondissement, bien sûr, bien évidemment, c'est-à-dire que vous avez à peu près 200 contrôles sanitaires qui sont réalisés chaque année dans un cadre qui est demandé, si vous voulez, par la Convention de la carte de lutte contre la licence, par exemple. Et aussi, aujourd'hui, avec ce système d'amende qui va être applicable dès le vote sur cette délibération, donc, qui va
De toute façon, tout le monde est d'accord sur le sujet. Hein. De toute façon, on a un bureau communautaire avant le conseil communautaire où ce sujet est évoqué puisqu'on a repassé cette délibération-là au niveau de l'agglo. Le problème, c'est qu'effectivement, là, actuellement, les subdivisions, certains contournent la subdivision en faisant de la colocation. Et là-dessus, il n'y a aucun moyen qui bloque la procédure. Et là, il faut qu'on trouve une solution, sauf que personne n'a la solution, puisqu'il n'y a pas de texte de loi qui nous permet de bloquer ces effets de colocation. Donc tout le monde est concerné par ce sujet, avec effectivement les problèmes qui en découlent. Une maison qui d'un seul coup avec un propriétaire, il racheté divisé en 4, on se retrouve avec 4 voitures au lieu d'une. On se retrouve avec les poubelles qui traînent parce qu'il n'y a pas obligatoirement ce qu'il faut dedans. Et après, pour faire bouger le propriétaire, pour faire un local, pour réceptionner plein de même chose, ça prend 3 plombes. Donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'on soit vraiment intransigeant sur ce processus qu'on a moyen de mettre en place. Alors il y a des secteurs géographiques, il y a des communes où c'est sur des secteurs précis. Nous, la subdivision d'immeubles sur la totalité du périmètre de la ville, à partir du moment où soit on nous informe, soit on l'apprend par la bande, les services y vont, on constate, on fait le rapport et on fait toutes les procédures à notre disposition. Toi, Roger, tu crois? On a déjà beaucoup parlé, là. On a déjà beaucoup parlé. Simplement un détail qu'il faut qu'on partage. On a demandé à Valenciennes Métropole d'essayer de mutualiser les moyens, parce que le disait Monsieur le maire, pour l'instant, c'est toujours à frais de la ville d'Anzin. Les équipes de la ville d'Anzin, le matériel, les factures à la ville d'Anzin. Donc je pense que si on pouvait être un petit peu équitable sur l'ensemble du territoire et que Valenciennes Métropole pourrait prendre cette problématique en compte, ce serait bien pour la ville. J'étais bref, Monsieur le maire. Sujet évoqué également, mais pas par moi, par un autre élu qui a évoqué le sujet de comment on mettait en place ces systèmes de contrôle en fait. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 14e délibération, toujours Monsieur Berrier. Convention de mise en superposition de gestion du domaine public de la ville d'Anzin afin de mise en œuvre et de gestion de deuxième ligne de tramway phase 3. Et je vais essayer d'être bref, Monsieur le maire. C'est encore une délibération très technique, superposition de gestion. Tout le monde sait que la rue Jean Jaurès appartient au département. Là-dessus, le département, par délibération, a décrété que les trottoirs et les bordures de trottoirs jusqu'aux façades d'immeubles n'étaient pas de leur compétence et que restait l'assise de la chaussée. Sur cette chaussée a été posé le rail du tramway de la ligne 2. Donc cette convention qui devait être signée depuis longtemps, nous avons traîné volontairement à la signer parce que nous avions beaucoup de travaux qui n'étaient pas terminés au standard, enfin à la charge du CIMOV. Donc, les services que je remercie ont fait un travail d'ailleurs exhaustif, mètre par mètre. Ils ont arpenté toute la rue Jean Jaurès. Tous les défauts ont été relevés et attribués aux prestataires, à savoir Valenciennes Métropole maintenant pour l'assainissement et l'eau, pour les espaces verts la ville et tout ce qui revient au CIMOV. Donc on a l'engagement du CIMOV que les travaux qui les concernent seront faits dans les semaines qui viennent. Donc il n'y a plus de raison aujourd'hui de ne pas signer cette convention de superposition de gestion pour attribuer à chacun ses responsabilités sur le sujet. Alors il y a des choses qui sont à faire par la ville, il faut qu'on les programme et il faut aussi qu'on les finance. Donc je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention pour régulariser la situation de cette voirie par rapport au CIMOV. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Nous étions les seuls Gaulois à avoir fait de la résistance sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que là, on a fini par signer en validant les quelques travaux qui restaient à faire, parce que c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup à dire sur cet aménagement de tramway sur la rue Jean Jaurès. Je ne sais plus si je l'ai fait voter du fait qu'il vote contre. Abstention, voté à l'unanimité. La 15e, autorisation d'occupation temporaire pour travaux au profit de la région Hauts-de-France. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. La région nous demande depuis quelques années d'assurer une protection entre le stade Michel Bernard et leur établissement suite à des vols répétés qu'ils ont dans leurs locaux.
Alors ils auraient bien voulu que la ville paye une nouvelle clôture bien haute pour pas qu'on rentre chez eux. On leur a dit que nous on est d'accord pour qu'on puisse élaborer cette clôture, mais on pense que c'est à leurs frais, c'est leur problème. Quand ils ont fait la construction du lycée, ils ne sont pas anticipés ces risques possibles. Donc par cette délibération, on autorise la région à prendre à pouvoir installer sur le haut du mur qui nous appartient une clôture supplémentaire pour protéger leur établissement, dont cette convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Merci. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 16e délibération. On change d'interlocuteur. On passe aux affaires financières. Dissolution du groupement de commandes relatif à l'acquisition de fournitures de bureaux. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur le maire. Par convention en date du 3 mars 2017, effectivement, un premier groupement avait été créé avec Valenciennes Métropole et ses adhérents pour mettre en place donc des commandes de fournitures, notamment donc enveloppes, papier et petites fournitures. Force est de constater que ça n'a pas beaucoup fonctionné, puisque le dernier marché a été terminé le 31 décembre et l'effet était plus que relatif. Donc aujourd'hui, il faut procéder à la dissolution. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'approuver dans un premier temps la dissolution du groupement de commandes relatif à l'acquisition de fournitures de bureau, d'autoriser toujours Monsieur le maire à signer et à notifier à Valenciennes Métropole tout document relatif à cette dissolution et d'autoriser Valenciennes Métropole, en sa qualité de coordonnateur, à dissoudre le groupement de commandes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 17e délibération, dotation, donc DPV 2022, j'ai déjà donc donné les résultats, mais il faut passer la délibération, sollicitation et signature de la convention d'attribution. Monsieur Coyer. Oui, je vous avoue. Voilà, j'y suis. Effectivement, donc, c'est la dotation de développement urbain qui est devenue donc DPV, comme l'a évoqué Monsieur le maire en préambule tout à l'heure par rapport à ce qui avait été accordé. Donc la ville est toujours éligible et donc à ce titre, elle souhaite présenter les projets suivants donc au titre de la DPV 2022, à savoir la réhabilitation du groupe scolaire de Gaulle et aménagement d'un réfectoire, la création de la maison des solidarités et la création d'une micro-cantine à l'école Gallieni. Premier point, donc, réhabilitation du groupe scolaire de Gaulle, aménagement du réfectoire. Donc, comme évoqué, la DPV sollicitée 268 411 €. Les travaux, donc, s'élèvent quant à eux à un montant total de 402 616 €, à savoir, donc, 299 013 € de travaux. Maîtrise d'œuvre, 31 500. Pour les aléas, donc, une tolérance de 5 000 €. Plus la TVA, donc ça nous fait bien 402 616. La DPV donc, est sollicitée pour 268 411 et l'autofinancement ville pour équilibrer le tout s'élève quant à lui à 134 205 €. La deuxième point, donc, c'est la création de la maison des solidarités. Donc actuellement, deux associations dites solidaires, les Restos du Cœur à savoir et le Secours Populaire, occupent des locaux inadaptés d'un point de vue accessibilité et fonctionnalité. En 2019, donc, les équipes des services techniques ont donc déménagé le centre technique rue Valdec-Rousseau. Et donc les anciens locaux situés au Square de la République aujourd'hui sont désormais vacants. La ville d'Anzin souhaite ainsi saisir cette opportunité et réhabiliter le rez-de-chaussée du bâtiment afin d'y accueillir ces deux associations en créant la maison des solidarités. Ce bâtiment effectivement devra faire l'objet d'importants travaux d'isolation visant à une réduction des consommations énergétiques de l'ordre de 30% et répondant ainsi aux objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments présentés dans le cadre du plan climat de la CAVM. Les travaux réalisés donc consistent principalement en le remplacement dans l'ensemble des menuiseries extérieures, l'isolation des murs par l'intérieur, la création de locaux de stockage, de sanitaires, de bureaux et de locaux destinés à l'accueil du public. L'opération s'élève à ce jour à 392 334 € TTC. Les travaux, quant à eux, s'élèvent à 254 045, le raccordement au réseau 25 000, la maîtrise d'œuvre 42 500, tolérance donc 5 000, ce qui nous fait bien donc 392 334. Et donc là, on essaie d'aller solliciter la région donc pour 95 000 € et la DPV pour 199 250 € et 50 centimes. Le tout pour équilibrer donc l'autofinancement ville s'élèvera quant à lui à 98 083 € et 50 centimes. Troisième dossier,
création d'une micro-cantine à l'école Gallieni. Les services de restauration municipaux, donc dans un, produit les repas destinés aux enfants dans l'ensemble des écoles, pour un total de plus de 170 000 repas annuels. Certaines écoles bénéficient d'espace au sein de leur structure. Disposer d'une micro-cantine sur ce site, donc au niveau de Gallieni, serait un atout considérable pour les enfants qui fréquentent actuellement cette école. Le projet consiste en la création d'une micro-cantine sur le site de l'école tout en répondant à la réglementation actuelle en matière d'économie d'énergie. C'est toujours le même sujet. Donc remplacement de l'ensemble des menuiseries, l'isolation des murs par l'intérieur. Le tout s'élèverait à un total de 393 978 €. Et donc là, on irait solliciter une DPV à hauteur de 262 652 €. Et plus l'autofinancement ville pour équilibrer le tout, soit 131 326 €. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'approuver ces différents projets, ainsi que leur plan de financement respectif et d'autoriser monsieur le maire à solliciter la DPV 2022 et à signer la convention correspondant, ainsi que tout document s'y rattachant. Merci, pas d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 18e, elle suit la 17e. Hein, c'est cette fois-ci sollicitation, signature de convention d'attribution. C'est une subvention auprès du conseil régional pour la création de la maison des solidarités. Donc, en résumé, parce que là, on a déjà tout dit. Monsieur Coyer, rien de spécial? Non, sauf à vous autoriser à signer pour avoir ces subventions, monsieur le maire. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jamjam. Excusez-moi, mais on était un peu trop vite sur les anciennes. C'est parce qu'en fait, on est en train de faire le calcul par rapport à ce qu'on a souhaité, ce que la ville demande au niveau de la dotation de la ville, au niveau de la région, par rapport à ce qu'on a. Donc en fait, les tableaux, ils sont bons, ils sont pas bons, les tableaux. Ben, les tableaux au niveau de Gallieni, au niveau de Gaulle, par rapport à la DPV. Ce que vous avez présenté. C'est marqué DPV sollicité. C'est ça, oui. C'est parce que ce que vous avez présenté au Donc, début. par rapport à ce qu'on sollicite, on sollicite toujours le maximum de subventions sur lesquelles on est éligible. Donc, par rapport au montant que je vous ai annoncé tout à l'heure, ce sont les montants, je les ai reçus hier, enfin vendredi, et puis certaines encore aujourd'hui. Donc, les subventions que je vous ai données donc, en communication, c'est ce qui est acté. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on a sollicité. Et les sommes que je vous ai données tout à l'heure, c'est les sommes qu'on a obtenues officiellement avec un mail, un courrier reçu aujourd'hui, il y a 2-3 jours. Ouais, parce que l'autofinancement de la ville devient plus important alors. Ah ben ça c'est sûr que ça dépend des dossiers, mais sur le dossier effectivement de la maison des solidarités, obligatoirement quand il y a une subvention qu'on n'a pas, on augmente notre participation dessus. Donc après il faudra voir est-ce qu'on peut arriver à avoir des subventions par la CAF par exemple, puisque c'est une maison des solidarités, on peut peut-être aller rechercher des subventions là-dessus. Et sinon, on pourra aussi aller solliciter le fonds de soutien aux investissements communaux de l'agglo pour diminuer éventuellement l'autofinancement qui nous restera à charge, à voir en fonction des autres dossiers en cours que l'on doit sortir d'ici à la fin du mandat. Il n'y a pas d'autres questions? Donc on passe pour la subvention qu'on sollicite à la région, donc 95 000 €. Qui est contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Et on attaque la 19e délibération, la dernière. C'est toujours pour aller chercher les subventions. Résorption de friches urbaines avec projet de requalification pour la construction de la nouvelle école du centre. C'est l'appel à projets territoriaux structurants donc auprès du département. Petite correction sur la première page du dernier paragraphe. Il faut remplacer le site actuel du collège par l'ancien site du collège. Le département nous a demandé de modifier la délibération, donc ce sera modifié pour être aimable au département. Monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est pour aller chercher encore des subventions. Ça concerne donc la future école du centre. Et donc ce projet entre dans le dispositif de la politique du conseil départemental. La ville donc souhaite solliciter ce dernier pour financer les travaux à hauteur de 40% du montant hors taxe, c'est toujours une sollicitation. Les travaux consistent principalement en la création d'un équipement qualitatif pour les enfants, la création d'un nouvel espace de restauration potentiellement mutualisé avec d'autres établissements, la création d'un espace plurivalent dédié aux activités périscolaires, à l'accueil collectif des mineurs, la création d'un lien entre le projet et son territoire, la prise en compte des abords immédiats de l'équipement et du contexte urbain, à savoir réflexion sur la circulation et le stationnement, mise en place d'un parvis qualitatif,
la mise en accessibilité PMR, la polyvalence des espaces, la recherche de qualité environnementale élevée et l'utilisation des énergies renouvelables et des écomatériaux conformément aux attentes du plan climat. Ce projet donc s'élève à ce jour à 7 251 691 € et 48 centimes. Et donc là, on sollicite donc la DPV et la région, donc 150 000 € et donc le PTS, ici en l'occurrence pour cette délibération, 2 417 230 €. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer cette demande de subvention au Conseil départemental. Donc même chose, hein, c'est toujours le taux maximum. Il est bien évident qu'on n'aura jamais cette somme-là, puisque sur les différents dossiers qui sont sortis sur les 2 dernières années, il n'y a jamais des montants aussi importants qui ont été donnés. Donc on essaiera d'obtenir le maximum d'aide en appuyant sur le fait qu'on reste aussi sur une friche en cœur de ville qui est liée au fait qu'on nous a laissé aussi le collège dans un état qui fait qu'ils ont dû reconstruire un autre. Donc c'est vrai que j'espère avoir une participation du département à une hauteur significative, parce qu'on a obligatoirement des frais conséquents liés au choix de matériaux qui n'étaient pas notre choix et de notre fait à l'époque. Y a-t-il des interventions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On a terminé le conseil municipal. Vous avez un petit sac isotherme parce qu'en fait, en début d'année, on n'a pas pu faire les vœux comme on faisait habituellement. Donc le personnel, et en fonction du reliquat qu'il y a un petit cadeau, un petit présent. Donc tout le personnel a eu donc un petit sac isotherme. Donc comme il en restait quelques-uns, chaque élu a eu son petit sac isotherme sur la table. Voilà. Rendez-vous le 16 mai, 18h30, sauf si on a d'autres réunions qui nous tombent dessus avant. Bonne soirée, au revoir.